Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Strasbourg aujourd'hui, 22 avril 2024. Nous sommes dans ton atelier à Porduran, n'est-ce pas? Porduran, oui, zone d'art. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors, je suis un photographe, on s'en doute avec ma belle machine à côté de moi. Je suis installé à Zone d'Art, donc qui est un groupe d'artistes qui sont installés dans le port du Rhin, à Strasbourg. Je ne suis pas originaire d'ici, je suis né en Algérie il y a 71 ans. J'ai habité longtemps en Afrique du Nord et ensuite j'ai fini par arriver en Alsace. Donc je suis une sorte de pied noir alsacien ou d'alsaco-pied noir, voilà, un mélange. Je suis, j'essaye de vivre de mon art, de ma photographie, à la fois avec des commandes, bien sûr, comme tout photographe. J'essaye de vivre de mon art avec des commandes qui peuvent être tout à fait ordinaires, des catalogues de vis et de boulons pour des industriels ou des photographies pour des syndicats d'initiative ou pour toutes sortes de commanditaires. Et surtout à côté, c'est ça qui m'intéresse, j'ai mon travail d'artiste qui me nourrit mal mais qui m'intéresse le plus. Alors, ce que je fais comme photographe, c'est difficile à définir parce que à la fois j'aime les paysages, je travaille beaucoup les paysages, mais j'aime le portrait aussi, j'aime toutes sortes de genres de la photographie finalement. J'aime travailler selon l'humeur. Alors quelquefois avec un gros appareil comme ça, en argentique, c'est ma formation de départ, hein, c'est la photographie argentique que je maîtrise, que je travaille dans le laboratoire et tout ça. Et puis, mais aussi bien, quelquefois, je peux avoir envie de sortir avec un tout petit appareil joujou, un petit jouet pratique, surtout quand j'ai mal au dos, mais ça c'est très lourd, mais je peux travailler aussi avec des tout petits appareils, avec des sténopés de ma fabrication, avec des appareils de moyen format, avec toutes sortes d'appareils différents. Et chaque appareil a une manière aussi d'appréhender le monde qui est différente. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout les mêmes images avec une grosse chambre ou avec un petit appareil de poche, bien sûr, avec un numérique non plus. Chaque appareil, il y a une sorte d'inconscient technologique de chaque appareil qui fait que on va regarder le monde autrement en fonction de l'appareil qu'on a. Si j'ai un appareil panoramique, je vais avoir mes yeux qui vont capter très très large pour savoir ce qui m'environne. Si au contraire je suis avec un gros téléobjectif, mon regard va se focaliser sur des détails, sur des choses comme ça. Même si je suis en permanence conscient de ce qu'il y a autour de moi. Des bruits, de la lumière, des changements de la lumière, et je me laisse dicter aussi par forcément des réminiscences. Alors à la fois des réminiscences qui viennent de l'art, de la peinture, de la musique, de la poésie, de la littérature en général, parce que je crois qu'on ne voit jamais simplement, on entend dans le paysage, dans un visage, etc. On a immédiatement toutes sortes de références qui nous viennent et qu'il faut quelquefois combattre d'ailleurs pour pas que ce soit des automatismes, mais qui nous guident aussi pour savoir apprécier quelque chose. Je crois que si j'avais pas jamais vu les tableaux des impressionnistes, par exemple, je ne serais pas sensible de la même manière à la qualité de la lumière, de la couleur dans le monde qui m'entoure. Si j'étais pas un lecteur de Francis Ponge, je ne serais pas sensible de la même manière au parti pris des choses. Voilà, toutes sortes de choses comme ça qui font que je suis aussi
imbibé de références, bien sûr, quand je travaille. J'essaye de déconstruire aussi mes automatismes, de ne pas me laisser prendre par des choses toutes faites, des clichés, ou alors de revisiter des clichés exprès, mais pour les détourner, pour leur faire dire autre chose. Quand tu as commencé la photographie, le premier appareil photo, c'était lequel? Alors, j'ai parfois touché à l'appareil photo de ma mère quand j'étais petit. Elle avait un appareil à double objectif où on regardait par en haut. Quelquefois, je me suis amusé à faire des photos avec elle, mais en fait, la photo, c'est venu beaucoup plus tard. J'avais adolescent, j'avais un petit Instamatic, je faisais pas grand-chose de très intéressant. C'était quelle année? Oh, c'était les années 50, les années 60. Bon, et puis à un moment, j'ai eu un vrai appareil que quelqu'un m'a donné, un Pentax que j'ai encore, un vieux Pentax. Et là, je ne savais pas du tout m'en servir. J'ai fait des photographies comme très naïvement. J'ai photographié les copains. Et je suis allé donner mon film à développer chez Meyer et Vaner, place de la Cathédrale. Et ils m'ont rendu des photos qui n'étaient pas géniales, hein, mais qui pour moi étaient importantes parce que je voyais les amis dessus. Et la première chose que j'ai pensé à faire, c'est d'aller vers ces amis et de leur donner les photos que j'avais faites. Et ça, c'est quelque chose qui m'est toujours resté. C'est l'idée que la photographie, elle est faite pour être partagée. Et c'est ce qui m'a donné le sujet de ma thèse. C'est pourquoi est-ce qu'on fait des photos. Bien sûr, on essaie d'attraper ce qu'il y a autour de nous, mais on attrape des choses pour pouvoir les restituer, pour les rendre, pour les donner à d'autres. Et je crois que une expression juste, c'est pas de dire qu'on prend des photos, c'est de dire qu'on partage des photos. Tu peux parler un petit peu de thèse de doctorat d'ailleurs, un petit peu cette aventure aussi. Ben, si je photographie une boîte de conserve, elle s'en fiche que je la photographie. Mais si je photographie quelqu'un, il va se passer quelque chose qui ne sera pas juste la captation que j'aurais faite de la personne, mais ça sera l'interaction entre la personne et moi. Et c'est ça qui est intéressant dans la photographie. Si je me fais photographier par 15 photographes, je vais avoir 15 portraits très différents. Parce que dans chaque moment de photographie, la personne photographiée, elle attend en retour une image qui va lui revenir, et cette image qui lui revient est différente de l'image qu'il s'imagine qu'il donne. Et c'est ça qui est intéressant. Une photo, c'est le résultat de l'interaction qui se passe entre deux personnes. Moi, il y a des gens que j'arriverai pas à photographier parce que je ne sais pas pourquoi. C'est pas qu'ils sont pas photogéniques, c'est que peut-être quelque chose ne passe pas entre nous. Et au contraire, avec d'autres gens, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui raconte notre histoire commune. Première exposition quand tu as fait et premier livre de photographie que tu as réalisé. Alors, à mes débuts, j'ai fait quelques petites expositions, quelquefois, sur des murs de bistrot, bon, pas très intéressantes. Les choses se sont développées plus tard. Bon, j'ai travaillé pour la région Alsace à l'époque, et là j'ai fait des expositions sur l'Alsace, des choses comme ça. Et puis j'ai créé avec d'autres photographes, il y a une trentaine d'années, un collectif de photographes qui s'appelle Chambre à part. Et avec ce collectif, nous nous sommes donné des sujets qui étaient souvent un rapport à un territoire. Alors ça pouvait être, à nos tout débuts, c'était le port du Rhin par exemple, puisque c'est notre quartier ici, et c'est une zone d'aventure pour nous. Voilà, et on a fait une première exposition qui s'est assortie d'un livre, parce qu'on s'est rendu compte qu'une exposition ça dure quelque temps, mais les gens ont la chance de la voir, mais après ce qui reste c'est le livre. Et puis ce collectif a continué à travailler depuis 30 ans,
Certains membres sont partis, d'autres sont arrivés. Le collectif existe toujours et travaille toujours sur des tas de sujets. Alors ça peut être des portraits alsaciens, ça peut être des territoires comme celui de Saint-Dié des Vosges, celui de la côte d'Opale dans le nord de la France, la forêt de Haguenau, récemment le cours de l'Ill, la rivière qui passe en Alsace, qui traverse toute l'Alsace. Ça peut être toutes sortes de sujets comme ça. L'idée de photographier quelque chose, ça vient comment? Comment tu construis? Comment tu composes ta photographie? C'est comme en fait comme la poésie ou comme les autres arts, quoi. Alors, dans la photographie, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a le sujet, évidemment, qu'on photographie. Comme en poésie, il peut y avoir un sujet. Hein, quand Verlaine parle de l'automne, c'est son sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il en parle, dont il va utiliser des sonorités, les sanglots longs des violons de l'automne, etc. Quand il écrit un poème qui s'appelle Après 3 ans, c'est un sonnet, il y a 4 strophes, et si on regarde bien, les 3 premières strophes ont des sonorités en en, des sonorités nasalisées. Quand il parle de quelque chose qui s'est passé après 3 ans, c'est aussi dans le poème 3 sonorités en avant d'arriver à la conclusion du sonnet. En photographie, c'est pareil, sauf que on ne travaille pas sur des phonèmes, évidemment, on travaille sur des couleurs, si on travaille en couleurs, on travaille sur des lignes, sur des oppositions de noir, de blanc, sur des hautes lumières, des basses lumières, des dynamiques dans l'image, des hors-champs, ou au contraire, on essaye de laisser hors-champ tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, ce sont des moyens, c'est du signifiant, pour parler comme les linguistes, et c'est avec ça qu'on raconte quelque chose. Il ne suffit pas de se mettre en face des choses pour faire une vraie photographie. Sinon, c'est juste une reproduction. Si on veut faire une vraie photographie, il faut composer quelque chose. Et composer, ça passe par à la fois le cadrage et puis l'organisation des formes à l'intérieur de l'image. Et est-ce que tu es puriste dans la photographie? Ça veut dire qu'il y a certains photographes qui sont puristes, ça veut dire qu'ils veulent seulement, par exemple, noir et blanc, seulement, comme on dit, avec une analogique, seulement avec celui-ci, et ils voient les autres pas comme la photographie, mais quelque chose d'autre, mais pas la photographie, ils ne sont pas photographes. Alors, en fait, bon, moi je suis assez ouvert à toutes sortes d'usages de la photographie, parce que je suis comme tout le monde. Je fais de la photographie de famille, par exemple, s'il y a un anniversaire, je vais faire des photos souvenirs, et ce rôle-là est très important de la photographie. Ce qu'on appelle la photographie d'art, c'est autre chose évidemment, c'est une volonté d'art, mais attention, il ne faut pas que cette volonté d'art non plus soit trop évidente. Il y a beaucoup de photographes, je trouve, qui passent leur temps à nous montrer des photos pour dire regardez comme je cadre bien, comme j'ai bien construit mon image, comme j'ai bien comme je maîtrise parfaitement, comme c'est un travail formel parfait. Cette photographie-là, je la trouve souvent très ennuyeuse. Je préfère par exemple un photographe comme Bernard Plossu, qui a toujours une sorte de... Comment dire? Je ne trouve pas le mot en français comme ça, mais de la même manière que quelquefois un jugement que l'on porte, on dit c'est un understatement, quelque chose qui est... Voilà. Plossu, il va nous montrer des choses, c'est très habilement pensé, et en même temps, ça n'est pas en train de se montrer en disant regardez comme je suis un photographe. C'est la chose, c'est l'émotion qui doit passer. Et c'est ça qui est important. La photographie qui cherche à faire du concept ou du pur formalisme, c'est généralement très très ennuyeux. Qu'est-ce que tu penses à propos de l'intelligence artificielle et la photographie? Maintenant, je crois que c'est commencé la mode. Alors, ça c'est un sujet délicat parce que c'en est vraiment à ses débuts.
j'ai vu quelques exemples de photographies faites avec l'intelligence artificielle qui a tendance à prendre dans la bibliothèque générale de l'humanité toutes sortes d'images et d'essayer de les recomposer comme ça grâce à des algorithmes. Ce sont des images souvent qui me paraissent être des espèces de clichés au sens négatif du terme. Hein, ce sont des... Ça me paraît pas très intéressant. Mais, cela dit, on n'en est qu'au début. Peut-être que c'est vrai que quand on utilise Photoshop aujourd'hui, on peut, sur un détail de l'image par exemple, supprimer un élément gênant et l'intelligence artificielle est capable de recomposer le bout de décor qui manque. Ça c'est très impressionnant bien sûr. Je suis en même temps très très méfiant par rapport à ça. Mais on n'est qu'au début de tout ce que le numérique nous a apporté. Quand une nouvelle technique arrive, elle a tendance à copier ce qui se faisait déjà. Quand on a inventé l'imprimerie avec Gutenberg, on croyait que l'imprimerie, ça servait à imprimer des bibles, à remplacer le travail des copistes du Moyen-Âge. On s'est aperçu que finalement, l'imprimerie, ça servait aussi, peut-être, à diffuser les idées des philosophes, les idées du protestantisme, etc. Ça aboutit à des bouleversements complets, la Révolution française, des choses comme ça. La photographie numérique, au début, on s'est dit, bah ça imite la photographie argentique finalement. Dans Photoshop, il y a à peu près les mêmes manipulations que je peux faire dans mon laboratoire argentique. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que le numérique, c'est pas juste ça. Quand je fais une photo numérique, immédiatement, à peine je la dépose sur les réseaux sociaux, et immédiatement, hop, il y a des petits carrés qui se mettent autour des visages qui arrivent et qui me disent, voilà, hop, on peut identifier un tel. C'est tout un système qui est derrière, qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était que la photographie d'avant. Et c'est relié à tout un système qui est le système qui est capable de gérer le chauffage de ma maison, le nombre de calories que je peux manger, etc. Bref, le numérique, c'est tout ça, c'est énorme. Le jour où on aura une prochaine guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas, et que les empires vont commencer à hacker le système numérique des uns des autres, on va s'apercevoir qu'on est tellement dépendant de l'ensemble de ce système qui fait fonctionner les trains, qui fait... Bref, tous ces systèmes-là, c'est le numérique. Et l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est capable de repérer un Chinois qui traverse à côté du passage piéton, celle-là, elle m'inquiète. Ce réseau de surveillance qui est en train de s'installer, voilà. C'est cette société de contrôle qui vraiment m'inquiète. C'est pas le fait qu'on puisse retoucher une photographie. Et quand on parle d'intelligence artificielle et la photographie, en fait, une question qui vient à mon esprit tout de suite, c'est qui est l'auteur? Alors, la question de l'auteur, évidemment, c'est un problème. Parce que l'intelligence artificielle va piocher dans l'ensemble des images déjà existantes pour composer, avec des algorithmes, une nouvelle image, mais qui est une image dont l'ordinateur est l'auteur. Mais attention, quand je me sers déjà d'un appareil, ici on a un Canon en face de moi, si je fais que appuyer sur le bouton comme la plupart des gens, je ne fais que être l'opérateur de l'appareil. L'appareil a ses algorithmes, il est capable de faire la mise au point là où ça l'intéresse, il est capable de repérer un sourire chez quelqu'un. Finalement, on se demande qui est l'auteur. Est-ce que c'est l'appareil Canon ou est-ce que c'est le type qui a appuyé sur le bouton ? De la même manière, le type qui a appuyé sur le bouton, il a lui-même toutes sortes d'images toutes faites dans sa tête. Tout le travail d'un artiste, c'est d'échapper à toutes ces choses qui vont le surdéterminer. Échapper aux stéréotypes qu'il a dans la tête
échapper aux stéréotypes de l'appareil, de tout le système de l'appareil qui veut que la photo soit nette ou soit floue, ou qu'elle soit cadrée comme ci, comme ça. C'est ça le travail d'un artiste, c'est de créer quelque chose de nouveau malgré les contraintes de l'appareil, de la même manière que Mallarmé disait que la poésie c'était donner un nouveau sens aux mots de la tribu. Et qu'est-ce que tu penses de la concurrence entre la peinture et la photographie? C'est depuis déjà la création et l'invention de l'appareil photo, ça a commencé. Alors, c'est un débat qui a occupé dès le début de la photographie, bien sûr, parce que le credo de l'art jusqu'à l'invention de la photographie, c'était que l'art imitait la nature. Et donc, quand on a inventé l'appareil photo, on s'est aperçu que l'appareil photographique était capable d'imiter la nature, que c'était les objets eux-mêmes qui se peignaient dans l'appareil photo, et donc c'était une copie mécanique, mais qui faisait mieux que ce que faisaient les peintres. Un peintre qui regarde un arbre n'est pas obligé de peindre toutes les feuilles de l'arbre, il n'est pas obligé de peindre sur chaque feuille la moindre nervure, etc. Il fait des choix. À partir de là, la peinture a décidé de s'affranchir de la nécessité d'imiter la nature. Elle a dit, c'est bien sûr l'imitation de la nature, mais c'est la nature vue à travers un tempérament. Et c'est le tempérament de l'artiste qui fait ses choix, etc. La photographie, du coup, a essayé de concurrencer la peinture sur ce même terrain, et on a appelé ça le pictorialisme, où elle s'est mise à déjouer le fait qu'elle était quelque chose de reproductible à l'infini, en faisant des exemplaires uniques, en utilisant des procédés divers et variés, comme des procédés pictorialistes, hein, comme on les a appelés. Au fond, aujourd'hui, les deux se sont tellement interpénétrés, sont tellement nourris l'un de l'autre, que je ne sais pas s'il y a vraiment une concurrence. Ce sont des pratiques différentes. Les grands théoriciens américains qui ont essayé de parler de la pureté du médium et qui ont voulu que la peinture, ça ne parle que de peinture, que la photographie soit uniquement en train de parler de la photographie. Tout ça a été battu en brèche avec le postmodernisme, avec toutes sortes de mouvements. Aujourd'hui, les choses se mélangent. Je connais plein de peintres qui font de la photographie, et ils le font depuis le début, depuis Delacroix, depuis Ingres, depuis toutes sortes de peintres qui ont pratiqué la photographie. Et inversement, le photographe est nourri d'une culture picturale. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, ce débat. Et à l'époque aussi, déjà, avant l'appareil photo, le peintre, comme tu disais, ils essayaient d'arriver à un type de réalisme exact de ce qu'ils voient. Ça veut dire presque, comme on dit, arriver à une perfection de l'appareil photo. Oui. Et maintenant, c'est comme on dit, les photographes qui essaient d'arriver, comme on dit, à un type de peinture. Alors, quand on regarde Andy Cartier-Bresson, il a dit la photographie, écoutez, j'en ai marre, je fais la peinture. Oui, alors il a surtout, Cartier-Bresson a surtout retourné au dessin, qui était sa discipline de départ. Hein. Il a commencé par faire des études de dessin et de peinture. Alors, le dessin, ça prend du temps. Moi, j'essaye de dessiner aussi. Hein. Je m'applique. Je suis un mauvais dessinateur, mais ce que j'aime dans le dessin, c'est le temps que je prends pour analyser. Si j'essaye de dessiner un corps nu, ça m'est arrivé, je m'aperçois qu'il ne suffit pas de regarder, de choisir le bon angle. C'est très difficile d'arriver à rendre exactement le raccourci d'un corps, etc. Et le résultat n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est la pratique. C'est-à-dire comment ça apprend à regarder différemment. Là où naturellement on a tendance à mettre un angle ou un bord, on s'aperçoit qu'en réalité il n'y a pas de bord, il n'y a pas d'angle, il y a une courbe. Voilà, toutes sortes de choses comme ça qui apprennent à regarder
De la même manière que la peinture m'apprend à regarder la lumière, les couleurs de manière différente. Et, et ça, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que tu penses la couleur et noir et blanc? Ça veut dire la photographie en couleur, la photographie en noir et blanc. Ouais. Alors, j'aime beaucoup la photographie en noir et blanc, je pratique beaucoup, d'autant que je la maîtrise parfaitement dans le laboratoire. En noir et blanc, il n'y a pas de problème, je peux arriver au rendu que je veux. Et je compose en noir et blanc avec les oppositions de lumière, les noirs, les blancs justement, mais surtout la gamme des gris, voilà, que je peux maîtriser les contrastes, le rendu de la gamme de gris. En couleur, je crois que si on fait de la photographie couleur, souvent, ce qui me choque dans la photographie amateur qui est souvent en couleur, c'est qu'en fait, il y a une cacophonie de couleurs pas très intéressante. On a dans une photo de famille, on va voir ses enfants, mais derrière, il y a plein d'objets qui attirent l'œil pour rien. Je crois que si on fait de la photographie en couleur, c'est la couleur qui doit être le sujet de l'image. Bien entendu, il y a des sujets qui imposent la couleur. Par exemple, si on fait une photographie d'un arc-en-ciel, si vous la faites en noir et blanc, ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de jouer sur la couleur, quitte à jouer justement sur des couleurs très saturées, sur des compositions où des masses de couleurs vont s'opposer, ou dans un univers de nature qui est très vert, on va avoir une pointe de rouge qui va d'un coup faire ressortir le vert. Voilà, des choses qui sont intéressantes en couleur, qui ne seraient pas intéressantes en noir et blanc. A l'inverse, le noir et blanc permet de simplifier, d'avoir cette construction comme avec le dessin, comme avec la gravure, et ça permet plus ce que les gens du 19e siècle appelaient les sacrifices, c'est-à-dire qu'on peut avoir des zones d'ombre complètement bouchées, très noires, au contraire des éléments qui ressortent, qui sont dans les hautes lumières, voilà, des choses comme ça, qui font partie de la grammaire du noir et blanc. Peut-être aujourd'hui, c'est un avantage de numérique. Ça veut dire qu'on peut faire les mêmes photos à la fois, comme on dit, en couleur, en noir et blanc aussi. Donc après... C'est vrai. On peut, oui, le fichier de départ de l'appareil numérique, généralement, est en couleur, sauf si on fait des réglages spéciaux. Maintenant, quand on passe une photographie couleur qu'on a pensée en couleur, qu'on la passe en noir et blanc, souvent, je trouve qu'il y a un à peu près, c'est pas bon. Il faut que, si on veut faire de la photographie noir et blanc avec un appareil numérique, il faut penser noir et blanc dès le départ, au moment de la prise de vue, de manière à anticiper, avoir une prévisualisation de ce que sera la photographie en noir et blanc. Comme on le faisait avec moi, ça m'arrivait dans le temps de sortir avec 2 appareils argentiques. J'avais mon Nikon d'un côté chargé en couleur et un autre Nikon chargé en noir et blanc. Et selon la qualité de lumière, le sujet, etc., je choisissais l'un ou l'autre. Mais chaque fois, j'étais obligé de mettre en route un logiciel spécial dans ma tête, me dire je vais voir en couleur ou je vais voir en noir et blanc. Et je pense qu'avec mon appareil numérique, j'essaye de conserver cette capacité d'anticiper ce que donnera l'image en noir et blanc ou en couleur. Mais cette anticipation peut venir après aussi. Par exemple, c'est quand je te photographie maintenant, je te donne un exemple. Ouais. J'ai dit, quand on parlait de noir et blanc et en couleur, j'ai dit cette partie-là, je dois faire, comme on dit, pendant le montage, de couleur vers noir et blanc qui va passer. Ouais. Mais je suis en train de filmer, comme on dit, en couleur. Mais j'ai déjà, comme on dit, anticipé ça. Ouais. Je veux utiliser ça, ne t'étonne pas. Et, sinon, est-ce que tu arrives de distinguer une photo réalisée par un appareil analogique et numérique? Devant toi, il y a deux clichés imprimés, tu regardes. Ou bien, c'est pas 2 noirs et blancs, un qui est fait par numérique et l'autre qui est fait... C'est d'autant plus difficile aujourd'hui que au départ, ça se voyait vraiment. Hein, le pixel était visible dans les images numériques. Aujourd'hui, la qualité des appareils photo numériques est telle qu'on a
on a du mal à distinguer les deux. D'autant plus que on peut aujourd'hui faire des choses hybrides. On peut faire un négatif en argentique, le scanner, le retravailler sur son ordinateur, faire un tirage numérique à partir de là. Donc, on brouille complètement les pistes, quoi. Mais je crois qu'il n'y a plus guère de différence, sinon dans le fait que l'image numérique, elle est évidemment aujourd'hui reproductible à l'infini sans perte, qu'elle est partageable sur les réseaux sociaux, qu'elle est... voilà, c'est un autre usage. Mais, et puis que du coup, comme tout le monde a un appareil sur lui numérique, voilà, en voilà un, bah, tout le monde fait des photos sans arrêt, mais c'est des photos qui ne sont pas forcément des photographies, c'est des auxiliaires de conversation. André Günther appelle ça de la photo conversationnelle, c'est-à-dire je suis au restaurant, on m'apporte ma pizza, je fais une image, et clac, 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 je vais la partager sur WhatsApp. Voilà, c'est un élément de conversation, ça n'est plus de la photographie. Je crois que ce sont les mêmes problèmes aussi, c'est avec l'intelligence artificielle, entre les deux clichés. On ne saurait pas du tout, ce serait très difficile à distinguer. Est-ce que c'est fait par une personne ou humaine ou carrément par une, comme on dit, intelligence artificielle qui a créé, qui a mis là-bas. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire aussi à un moment donné, d'ailleurs ça arrive aussi, et je vois dans les étiquettes de certaines photos, comme AI photographie. Ouais. Ça veut dire que c'est déjà, de départ, par honnêteté, il faut indiquer que pas seulement moi, mais oui. Aujourd'hui, au début de l'intelligence artificielle, il y a toujours, comme on dit, un homme derrière. Ça veut dire, on donne déjà un mot-clé, lui il compose, parmi plusieurs, on choisit. Alors ma question, est-ce que c'est pas le choix qui définit une personne, l'artiste? C'est pas comme l'appareil ou les systèmes, les choses qu'on utilise. C'est compliqué. C'est valable pour les textes aussi, hein, puisque les textes bien évidemment, avec l'intelligence artificielle. Ce qui est même fascinant avec les ordinateurs maintenant, c'est que si je demande 3 fois à l'intelligence artificielle de me parler d'un sujet en donnant des mots-clés, elle va me sortir 3 textes différents. Hein, si je suis pas satisfait, et la machine va dire ah oui pardon je me suis trompé ou j'ai pas fait comme il fallait, et elle va me proposer d'autres textes comme ça. Bon, alors la question de l'intention humaine, je crois pas au fond. Bon, bien sûr, la peinture, l'art, comme disait Léonard de Vinci, c'est cosa mentale, c'est une chose mentale. Mais il ne suffit pas de concevoir au départ et de laisser ensuite l'exécution à une machine. Ça, c'est à peu près ce que fait un artisan. Il va se dire, je vais faire une table design, et il a son idée, il l'a dessinée dans sa tête, et après, il va produire ce qu'il a conçu. Un artiste qui commence un tableau ou qui veut faire un sujet photographique, il a bien sûr une idée, mais au fur et à mesure qu'il est en train de le faire, les choses sont en train de se modifier. Elles se transforment parce que la main ne répond pas exactement au cerveau, parce que les choses changent sans arrêt, et que un artiste, il découvre vraiment ce qu'il a fait une fois que c'est fait. S'il laisse la machine faire à sa place, ça reste du concept. Ça n'est pas de l'art. Je ne parle pas déjà maintenant de l'autonomie de l'intelligence artificielle, mais l'humanité qui va vers là-bas. Ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui serait, d'ailleurs comme dit, il serait plus dangereux dans ce cas-là, encore plus, parce qu'il serait, comme on dit, il va sortir de l'intention humaine, il va décider tout seul. Mais aujourd'hui, comme on dit, au début de cette intelligence artificielle, on peut dire peut-être, comme on dit, qu'il entre dans l'art brut. C'est comme les fous qui font des dessins et quelqu'un d'autre qui choisit. Oui. Il y a un choix, mais ce n'est pas le choix de personne. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un art de cette personne-là,
Mais c'est art naïf, art brut, carrément art brut, quoi. C'est comme des Oui, on peut dire peut-être. Peut-être. Et les photographes, tu as parlé un petit peu, les photographes, les auteurs, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, les photographes qui m'ont inspiré, je dois dire que quand j'ai démarré la photographie, j'étais totalement inculte. Bon, j'avais plus ou moins une culture picturale, parce que mon père peignait, et à la maison, il y avait des livres de peinture. Mais c'est quand j'ai commencé la photographie, et quand j'ai commencé à être insatisfait de mes photographies, j'ai commencé à lire des revues, à trouver des livres, à la fois techniques, pour apprendre à traiter mes images, mais surtout pour aller voir ce que faisaient d'autres photographes. Alors, un des premiers, évidemment, qui m'a marqué, c'est Henri Cartier-Bresson, on l'a cité avant, qui est pour moi un grand maître. J'ai eu la chance de rencontrer, d'ailleurs, à qui j'ai parlé, comme ça, et qui était un grand bonhomme. Bien sûr, tout ce qui est photographie humaniste, les Robert Doisneau, etc., et toute la série de ces photographes humanistes, évidemment, ça m'a marqué, parce que j'aime bien cette attention aux humains, qui est un regard bienveillant. Mais j'aime aussi, quelquefois, et j'ai découvert aussi, plus tard, des grands photographes américains, à la fois les photographes de paysage, et pour un Américain, si on lui demande ce que c'est de citer un grand photographe, il va généralement citer un paysagiste, comme Ansel Adams ou des gens comme ça. Alors que chez nous, en France, on cite plutôt quelqu'un qui parle de l'humain, comme Cartier-Bresson ou Robert Doisneau. Bien sûr, les paysagistes américains m'ont beaucoup marqué, y compris les beaucoup plus récents, y compris ceux qui travaillent la couleur, les Stephen Shore, des gens comme ça, mais aussi bien les grands portraitistes comme Richard Avedon ou des gens comme ça. J'aime aussi des photographes qui... Alors j'ai cité déjà Bernard Plessus, qui est un grand copain, dont j'aime la manière qu'il a de photographier de manière un peu systématique. Je me souviens d'un jour, on venait de la gare de Colmar jusqu'à une galerie où il allait exposer, et je l'ai accompagné, ça fait quoi, 800 mètres. Il a dû faire 3 films sur le chemin à pied. Bon, après il triait bien sûr dans ce qu'il avait fait, mais il photographiait de manière un peu compulsive, parce qu'au fond tout l'intéressait. Et puis, j'aime aussi des photographes qui ont un regard critique, y compris avec une dose de mauvais goût. Je pense à un anglo-saxon, un anglais, Martin Parr, qui a une espèce de vision acerbe, comme ça, critique, d'abord sur ses contemporains anglais, mais aussi finalement sur l'ensemble de la planète, et qui est capable de jouer avec tout le mauvais goût qu'il peut rencontrer, et le mettre en scène avec des couleurs un peu vives, un peu même trop saturées, etc. Je trouve qu'il y a un travail critique qui est extrêmement intéressant. Il y a bien sûr les gens qui font les grands noms du reportage. On pourrait tous les citer, il y en a plein. Et puis, il y a aussi des gens qui sont capables de travailler... Ouais, je prends 2 exemples complètement opposés. Une femme comme Diane Arbus, en Amérique, qui a fait des portraits de gens un peu fragiles, mais son propos, c'est vraiment de raconter qui sont ces gens. Et dans la photo, voilà, on sent elle sent comme ça chez les gens la faille qu'il y a chez eux, etc. Et elle raconte le désarroi, quelque chose de ces gens. Et puis à côté de ça, il y a une Cindy Sherman qui, elle, nous dit: on ne peut pas faire des images originales, toutes les images existent déjà, nous sommes bombardés d'images toutes faites, et elle se photographie elle-même, et à chaque fois elle est différente, et elle ressemble à une image d'un film de cinéma. Et elle nous dit: on ne peut pas photographier, au fond, la réalité.
La réalité est toujours filtrée par ce que nous connaissons. Bon. Ces deux opposés m'intéressent tout autant. Et généralement, tous les photographes peuvent se caser quelque part entre les deux. Hein, soit dans la veine de ceux qui racontent le monde, soit dans la veine de ceux qui disent les images ne peuvent pas raconter le monde. Et entre les deux, chacun trouve sa place. À ton avis, il y a quelle différence entre les photographies documentaires et les photographies d'art? Alors ça, c'est encore une vaste question. Je crois que ça traverse toute la photographie, mais ça a traversé tout l'art en général, en peinture aussi. Quand Vernet fait des paysages de tous les ports de France à la demande de Louis XIV, c'est de la peinture documentaire et en même temps c'est de l'art. Celui qui a posé le plus justement la question, c'est Walker Evans aux États-Unis, qui pendant la Grande Dépression a essayé de définir ce qu'il appelait le style documentaire. C'est-à-dire, non pas faire de l'effet de l'art pour l'art, mais prendre les choses de manière frontale, précise, la plus neutre possible, sans volonté d'art, et que c'est ça, au fond, qui est réellement l'art. Ça peut paraître paradoxal, mais je crois que ça a beaucoup influencé beaucoup de gens dans la suite de l'histoire de la photographie. Ce regard documentaire, qui est à la fois documentaire et qui est en même temps, parce qu'il ne cherche pas à faire de l'art, et de l'art. Bon, c'est peut-être un paradoxe, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la photographie en Alsace, ici, et la photographie générale, contemporaine, ce que tu penses, parce que tu les suis, les deux. Alors là aussi, c'est vaste. Bon, pour ce qui est de l'Alsace, il y a une tradition alsacienne qui existe de photographie, avec dans les grands ancêtres comme ça des quantités de gens comme le plus célèbre c'est sans doute Adolf Braun, dont le fond Braun est dans les musées ici et qui a produit un travail considérable à la fois de paysages, de portraits, etc. Bon, c'était un des pionniers. Il y en a eu des quantités. Aujourd'hui, disons, pour simplifier, il y a une effervescence. Alors, j'ai parlé de mon collectif, le collectif Chambre à part, mais d'autres groupes existent et beaucoup de personnalités indépendantes existent. Il y a des gens qui sont très reconnus, comme Patrick Bailly-Maître-Grand, par exemple, qui est un des photographes les plus connus peut-être d'Alsace. Mais il y a aussi toutes sortes de gens qui sont des amateurs, qui exposent dans des salons, dans des villes, dans des petites villes d'Alsace, et qui régulièrement montrent un travail avec quelquefois les défauts du photoclub qu'on peut imaginer, les gens qui se sentent obligés de nous montrer 15 photos de coccinelle sur une feuille en gros plan, mais aussi bien des gens qui font un travail tout à fait remarquable. Donc il y a une effervescence générale comme ça, qui existe dans d'autres régions du monde. Hein, voilà. Alors si on veut parler de la photographie en général, je crois que je ne sais pas très bien où on va aujourd'hui. Il y a toujours des quantités de photographes qui font un travail magnifique, bien sûr. Est-ce qu'on se renouvelle? Je ne sais pas très bien. Pour l'instant, les frémissements, ils sont plutôt du côté des gens qui font justement de la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle dont on parlait, les photos bidouillées, revues et corrigées comme ça avec des instruments technologiques. Je ne suis pas certain que ça soit très intéressant. La photographie, elle est partout aujourd'hui. Il y a à la fois des gens très humbles dans leur coin qui font un travail magnifique, et puis des tas de vedettes qui sont souvent des
un peu surévalués, je crois, quelquefois, qui vont faire l'objet de grandes expositions parce qu'il y a un système de l'art contemporain. Un système de l'art contemporain qui passe par les musées, un certain nombre de critiques, des revues influentes, etc. Et qui font que certains artistes sont adoubés, deviennent des espèces de turbo-artistes. On les voit passer de la galerie de grandes galeries à Paris, à Berlin, à New York, etc. Ce sont un peu toujours les mêmes que les fracs achètent, par exemple, à tour de bras. Et si vous faites le tour des fracs français, vous allez voir qu'on a régulièrement les mêmes artistes qui sont dans tous les fracs. Il y a ce système-là qui forcément ne cible qu'une partie qui est considérée comme l'art contemporain. De la même manière qu'en musique contemporaine, alors que toutes les musiques aujourd'hui sont contemporaines, mais ce qu'on appelle la musique contemporaine, c'est un petit secteur bien délimité qui a ses temples et ses prêtres. Mais à côté de ça, il y a une floraison de gens qui travaillent chacun à sa manière, la photographie. Moi, j'ai fait des animations avec des gamins dans des classes maternelles en leur donnant les appareils et je suis étonné quelquefois de la manière dont ils sont capables de cadrer de manière très spontanée, de créer autre chose que ce qu'on attend d'eux. Et voilà, ça donne l'espoir que peut-être il y a d'autres manières de photographier qui existent et qui se montreront et qui seront peut-être retenues par l'histoire, parce que ce qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est un espèce d'académisme. Mais quand on voit les grands peintres académiques du 19e siècle, on s'aperçoit que on en a oublié beaucoup, et heureusement. Et ça sera pareil avec beaucoup de gens d'aujourd'hui. Est-ce que l'art est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Et en parallèle, quand on voit la photographie elle-même, plus que nécessaire, d'après l'utilisation de la photographie chaque instant par chaque personne. Il y a une psychologie, peut-être tu peux parler de ça aussi. Bon, que l'art soit nécessaire, sans doute, à la fois parce qu'il existe et que nous le rencontrons et que ça nous montre que la vie, c'est pas seulement la vie, une fois qu'on rencontre l'art, comme disait l'autre, l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, mais c'est vrai, ça change notre vie, ça change notre manière de voir les choses, comme la littérature, elle aussi, c'est des nouvelles fenêtres, comme si dans une pièce fermée, chaque fois qu'on lit un livre, on avait une nouvelle fenêtre et qu'on voyait autre chose. Bon. Et pour celui qui le pratique, je pense que c'est une nécessité pour lui. Alors, il y a des gens qui pratiquent, qui ont besoin de faire de l'art, mais qui produisent un art médiocre. Mais peu importe, pour eux, c'est important. Il y a des gens qui... Je ne crois pas qu'on puisse faire de l'art si on n'est pas poussé vraiment de l'intérieur à en faire. Après, on fait du bon ou du mauvais. Ça, les générations prochaines jugeront. Mais par exemple, si je faisais pas de la photographie, et par exemple, quand j'étais jeune, je faisais pas de la photographie, je vivais, mais je faisais autre chose. Je dessinais, j'écrivais, on a besoin d'autre chose en tout cas, que simplement de vivre au jour le jour. Voilà. J'ai trouvé la photographie qui est ma manière de faire de l'art, bon ou mauvais, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'aide à vivre. C'est besoin d'être avec l'image de l'être humain d'aujourd'hui, sans entrer dans l'art ou je sais pas, toucher comme on dit, photographier, montrer. Il y a une psychologie là-bas. En fait, je crois que tu as parlé un petit peu de portrait déjà, c'était à propos de thèse, mais c'est un peu plus loin que ça. Ouais. Ça
L'image est devenue plus importante Bien à sûr. partir de... Oui. Oui, c'est Roland Barthes qui disait quelque part montrez à quelqu'un vos photographies, immédiatement il sort son portefeuille, il va vous montrer les siennes, les photos de sa famille, etc. Oui. euh, alors ça c'est l'usage conversationnel si on veut de la photographie, mais c'est vrai que on a besoin des images. Je ne sais pas, chez quelqu'un qui serait né aveugle, s'il se crée des images dans sa tête, ou qu'est-ce qu'il imagine, mais le même mot, rien que le mot d'imaginer, ça a un rapport avec l'image. On a besoin en tout cas d'imagination. Et l'image, bon, c'est jamais qu'un bout de papier en face de moi, plat, et puis je regarde là ce portrait qui est en face de moi, je vois quelqu'un. C'est pas une hallucination, c'est réellement, je sais que c'est une image, mais en même temps, je, je peux le regarder alors que j'oserais pas regarder dans le bus quelqu'un avec autant d'insistance, évidemment, je serais gêné. Et je crois que la manière dont nous avons tous, manière de faire des images sans arrêt avec nos téléphones notamment, c'est aussi une manière de mettre à distance les choses. Quand vous voyagez, vous photographiez des monuments, des tas de choses, vous pourriez vous asseoir et regarder le monument. Non, on prend parce que on le garde pour après, pour pouvoir le regarder tranquillement, avec détachement, sans trop d'impact. Et alors si la scène est une scène violente ou trop belle, ou enfin quelque chose qui crée beaucoup d'affect, c'est vrai que l'image, ça permet de mettre les choses à distance aussi. Et de pouvoir les regarder calmement, s'investir. Sinon, c'est quelque chose qui passe, qui disparaît tout de suite, qui... Voilà. Donc, le besoin de faire des images, c'est aussi une manière d'arrêter des moments, de les garder pour pouvoir les regarder plus tard, comme les images de la mémoire, mais les images de la mémoire, quelquefois, on ne peut pas les scruter de la même manière, les détails qui nous échappent. Là, on peut aller chercher et se dire, tiens, je reconnais le type qui est là en face de moi sur le portrait, mais j'avais pas remarqué qu'il avait une bague comme ça, tiens, ou une petite éraflure sur le doigt. Il y a plein de choses comme ça on peut prendre le temps de regarder. Et dans ta photographie, combien de clichés, sans éliminer les clichés, combien de clichés tu en as? Est-ce que tu as une... Alors, je ne sais pas exactement, mais depuis l'arrivée du Covid, j'ai commencé à scanner toutes mes archives argentiques. J'en ai scanné pour l'instant presque 300 000, 300 000 photos, et il m'en reste, rien qu'en noir et blanc, il doit m'en rester à peu près 1 million encore à scanner, donc il me faut encore une longue vie. Et ça, c'est sans compter les images en négative couleur, des images en diapositive, donc il doit y en avoir plusieurs millions. J'ai pas compté non plus les images faites en grand format avec des appareils plus grands. Je compte pour l'instant que les 24-36. Donc, et si je compte les vidéos, ça fait énormément d'images en plus. Ouais. Tu fais des vidéos aussi? J'ai fait des vidéos, oui, j'ai fait quelques films. Alors quelquefois des vidéos très simples, hein. J'ai un petit appareil de poche avec lequel il m'arrive de faire des toutes petites vidéos de 10-15 secondes dans la rue. Par exemple, si je passe devant une maison et puis il y a une fenêtre, et sur cette fenêtre il y a un rideau et qui bouge lentement comme ça. Et au lieu de faire une simple photo, je fais comme si je faisais une photo, mais une photo qui dure 15 secondes où on a juste ce petit bouger. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, qui sont des vidéos très courtes. Mais à part ça, j'ai fait, oui, j'ai fait un film sur Mozart, par exemple, qui a été montré dans des festivals, des choses comme ça. Bon, j'ai fait plusieurs films comme ça, plutôt documentaires. Mais bon, c'est pas mon activité principale. C'est vrai que faire du film, j'en ai fait un peu, mais c'était à une époque où c'était compliqué.
Aujourd'hui, avec un appareil comme le tien, on peut facilement faire de la vidéo. À l'époque, c'était les grosses caméras bêta SP, il fallait un banc de montage compliqué, il fallait quelqu'un qui fasse le preneur de son, il fallait demander des autorisations pour pour filmer partout. C'était compliqué. Et si on mettait des comédiens en plus dedans, ça devenait vraiment terriblement compliqué. Donc j'en ai pas fait beaucoup non plus. C'est vrai que par rapport à la liberté du photographe qui sort juste avec un appareil dans sa poche, faire du film, c'était très... Même si j'adore le cinéma, mais j'aurais toujours rêvé d'en faire, mais ça suppose des équipes lourdes, etc. Aujourd'hui, on peut arriver à faire des films avec des moyens légers, et ça me tente, évidemment, mais je ne m'y suis pas encore mis. Est-ce que tu peux parler de tes projets que tu as réalisés tout à l'heure, comme on a regardé les livres, etc. Ce sont tous intéressants, avec les enfants aussi, donc Alors, il y a eu ce travail avec Peter Greenaway qui a donné un livre qui s'appelle 100 allégories pour représenter le monde, qui a été publié en français et en anglais. J'avais rencontré Peter Greenaway à Paris. Il avait fait une exposition au Louvre, à partir de gravures anciennes du Louvre, et qu'il avait commentées. Et il avait l'intention de faire la même chose à partir d'allégories anciennes. Et puis nous avons sympathisé, et le projet a fini par se faire, avec la complicité d'ailleurs de l'Université de Strasbourg. Un projet du service d'action culturelle de l'université qui nous a facilité les choses. Il m'a demandé de choisir 600 personnes, avec une liste interminable comme sait en faire Greenaway dans ses films. Il cherchait une femme de 55 ans avec 6 orteils, ou avec je sais pas quoi, enfin, des trucs farfelus. Bon, j'ai trouvé ce que je pouvais, plein de gens qui ont accepté de venir poser, et pendant 3 jours et 3 nuits à l'Opéra, nous avons photographié tous ces gens les uns après les autres, et à la chambre, avec mon ami René Noël qui m'assistait, qui a chargé, déchargé les châssis, puisqu'on travaillait à la chambre, et puis la complicité du laboratoire Labomil, qui développait au fur et à mesure les films, et ça a donné une collection d'images que Greenaway a retravaillé avec ce qui étaient les débuts de l'image retravaillée sur ordinateur. Et il a créé comme ça une centaine d'images qui étaient toutes reliées à une allégorie. Parce que dans son idée, le cinéma dominant, le cinéma de Hollywood, nous raconte toujours les 3, 4, 5 mêmes histoires, et qui sont toujours des variantes des mêmes histoires. Et lui disait qu'à partir de ces allégories, c'était des clés nouvelles pour raconter le monde. Et il voulait se servir de ça. Et c'était un travail extrêmement intéressant, passionnant. Tu as oublié de dire qu'ils étaient tous nus, 600 personnes, oui. 600 les volontaires. gens ont posé nus avec des accessoires, puisqu'on avait fait les photos à l'opéra, donc il y avait des accessoires qu'on pouvait trouver dans les magasins de l'opéra. Donc seulement c'est 100 clichés sur 600 qui sont publiés. Oui. Tu as encore 500 alors. Oui, alors, quelquefois certaines images qui sont publiées dans le livre combinent plusieurs images. Hein, donc, voilà. C'était une expérience extrêmement intéressante, oui. À côté de ça, donc avec mon collectif de photographes Chambre à part, on a fait plein de travaux sur des thématiques territoriales, souvent. Le port du Rhin, la côte d'Opale dans le nord de la France, la forêt de Haguenau, le Saint-Dié-des-Vosges, la forêt, l'île maintenant, voilà, des travaux comme ça. Actuellement, avec notre petit groupe, on ne s'est pas donné un thème territorial, mais plutôt une pratique qui était de faire des photographies à la chambre, en grand format. Donc c'est en cours, ça. On verra bien quand on aura amassé des images ce que ça donnera. Une exposition, un livre, on verra bien. Tu avais un projet avec les gaufrettes Oui.
Alors ça c'est autre chose, c'était parti de ces petites gaufrettes que tout le monde a connues quand on était gamin, ces petites gaufrettes où il y avait un bout de texte dessus avec aimez-vous le twist ou bien je sais pas, enfin toutes sortes de petites légendes comme ça et que nous aimons bien quand nous étions gamins. Puis nous avons découvert que ces gaufrettes existaient toujours et l'idée a été de rassembler 67 photographes alsaciens mais aussi d'ailleurs en leur donnant à chacun une gaufrette. Et la gaufrette devait faire le cartel sous l'image. Et chaque photographe donc, devait proposer une image qui irait avec cette légende. Et ça a donné une exposition et un livre avec un beau texte de Jacques Jouet. Au départ, ça devait être Topor, mais le malheureux est mort avant d'avoir écrit son texte. Donc c'est Jacques Jouet qui s'y est collé, qui a fait un très beau texte. Et cette exposition a circulé, elle a été beaucoup appréciée dans les centres culturels français ou dans les médiathèques, parce qu'évidemment il y avait le rapport entre le texte et l'image. Voilà. On a fait un autre travail un peu dans le même esprit qui s'appelait Première de couve, où là aussi on a proposé à tout plein de photographes de parler, enfin de choisir un livre, donc un auteur, un titre, et de proposer une image qui pourrait faire la photo de couverture du livre. Et ça a donné comme ça aussi une exposition qui a beaucoup tourné dans les médiathèques, dans les centres culturels. C'était aussi une expo très, très ludique, hein, où chacun avait choisi son livre, alors des livres très connus ou inconnus. Mais... Votre expo qui est partie en Pologne, vous avez fait aussi, n'est-ce pas? Alors, la Pologne, oui. La Pologne, c'est né d'un travail qu'on avait fait sur les Alsaciens. Pendant une dizaine d'années, dans les années 90, c'est né avec Photofolie, qu'avait lancé Jack Lang. On a fait, avec le groupe, une collection de portraits d'Alsaciens qu'on faisait dans des fêtes de quartier ou des fêtes de village, un peu partout, avec un espèce de petit kiosque qui était montable, démontable, et dans lequel nous avions une alvéole où les gens pouvaient venir poser. Et tous ceux qui voulaient poser pour nous venaient poser, et chacun de nous faisait des photographies de tous ces gens. On notait évidemment, ils remplissaient un petit papier, ils avaient leur adresse, et ils recevaient un tirage gratuit par la poste. Et nous avons en échange gardé le droit d'utiliser ces images. En l'an 2000, du coup, nous avons fait un livre et une exposition avec une sélection, évidemment, de ces portraits. Et il se trouve que le Conseil régional d'Alsace, qui avait remarqué ce travail, nous a proposé de montrer ce travail en Pologne, puisqu'il y avait un jumelage entre le Conseil régional d'Alsace et l'équivalent en Basse-Silésie. Et nous leur avons proposé de venir avec et de faire le même travail avec des Polonais. Donc on est allé visiter plusieurs villes de Pologne, de cette région de Basse-Silésie. Et on mettait des messages sur les radios locales pour dire voilà, les photographes se tiennent à votre disposition si vous voulez un portrait. Et on faisait des quantités comme ça de photographies de Polonais. Et on leur envoyait pareil la photo. Alors l'expo des Polonais a été montrée ensuite à Strasbourg, puis elle est repartie en Pologne pour être montrée aux Polonais, comme l'expo Alsacia était allée en Alsace et en Pologne, comme ça elle a fait plusieurs allers-retours. Et on a invité des photographes polonais à venir aussi en Alsace. Et les livres d'enfants que tu as fait avec ton ami Oui, alors ça c'est une autre part de mon activité, effectivement. C'est un copain qui s'appelle Christian Volz, qui est illustrateur, qui a fait les arts déco ici, et qui est un grand copain. Et j'adore la manière dont il fait des illustrations en volume, avec des petits bouts de fil de fer, des matériaux de récupération, des choses comme ça. Et un jour, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai un projet de livre, combien tu me demanderais pour faire les photos du livre, pour des photos de mes maquettes? Et je lui ai dit, mais je vais les faire avec toi, ça ne te coûtera rien, je prends le risque avec toi,
je vais investir dans les films, etc. Parce qu'on travaillait aussi à la chambre, en grand format, des hectas qui coûtaient assez cher. Bon. Et ensuite, ça a été la recherche des éditeurs. Je crois qu'il y a eu 29 éditeurs qui nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Et puis le 30e, c'était les éditions du Rouergue qui ont dit ah ben oui, on prend. Ce livre-là a été tiré à un petit nombre d'exemplaires, il a eu un très grand succès, immédiatement il a été réimprimé, et puis on nous a demandé de continuer. Et on a fait finalement avec lui, avec Christian Wolz, avec les éditions du Rouergue, et puis d'autres éditeurs aussi, une trentaine de livres ensemble. Et ça c'est un vrai plaisir, parce qu'à l'époque nos filles étaient petites, donc on testait nos histoires sur les gamines, quand elles rigolaient, que ça leur plaisait. Bon, on sentait on tenait quelque chose, et on a fait comme ça plein de livres ensemble. Merci beaucoup Jean-Louis. Mais c'est moi qui te remercie.